Je vous présente mon équipe du soir qui m'accompagne pour ce dernier Punchline Cru 2024. Sabrina Medjemer, essayiste et sociologue, bonsoir. Merci de m'accompagner. Michel Taube, éditorialiste, bonsoir. Bonsoir, mon cher Thierry. Julie Girard, écrivaine franco-américaine, bonsoir également. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Jacques Morel, ancien patron de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amine Elbaï, juriste, soyez le bienvenu. Et on accueillera Élodie Huchard pour nous parler de politique. Comme vous suivez, ça fait plaisir, Sabrina. On va donc commencer par évoquer votre nuit du réveillon, plus que quelques heures avant de basculer en 2025. Il est quasiment 18h, on compte les heures. Vous allez être nombreux. Vous savez, mon cher Thierry, on est déjà en 2025 dans une partie de France. Oui, c'est vrai. Puisque la France est un des seuls pays au monde où le soleil ne se couche jamais grâce à nos outre-mer. Et donc à Nouméa, il est déjà 4h du matin. Ça fait 4 heures qu'ils ont fêté la nouvelle année. Donc, ayons une pensée pour nos amis Et on a une pensée de Nouvelle-Calédonie. Et on salue les téléspectateurs de Nouvelle-Calédonie qui nous regardent. Donc, en tous les cas, à Paris, mais pas qu'à Paris, il va y avoir un dispositif très important. On voit cela avec Sharon Camara. Dernier préparatif avant la célébration de la Saint-Sylvestre. Sur les Champs-Élysées, la préfecture de police prévoit de déployer un dispositif de sécurité renforcé, avec notamment 10 000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris et dans la Petite Couronne. La vente à emporter d'alcool et sa consommation sur la voie publique seront interdites sur l'avenue, tout comme le stationnement et la circulation sur certaines voies des 8e, 16e et 17e arrondissements de la capitale. Je pense que c'est nécessaire s'il y a ce grand type d'événement, il faut qu'il y ait la sécurité derrière, sinon tu peux pas vraiment organiser ce genre d'événement sans sécurité derrière. Donc. Ouais, c'est toujours bien de se sentir en sécurité. On a un bon souvenir des Jeux Olympiques à Paris où ça s'est vraiment bien passé. Je pense que l'état d'esprit est bon. Si l'événement attire chaque année plus d'1 million de personnes, la sécurité est une problématique majeure pour la plupart d'entre eux. Moment de risque, il y a beaucoup de monde, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je préférerais repartir le lendemain. Prendre des précautions comme partout, faire attention de ne pas avoir la carte bleue, le téléphone bien rangé. D'autres mesures de sécurité sont annoncées pour ce 31 décembre. Plusieurs stations de métro et de RER seront fermées au public et l'avenue des Champs-Élysées sera interdite aux véhicules dès 15h. Jacques Morel, en tant qu'ancien patron de l'Office central de lutte contre la délinquance itinéraire, je commence avec vous. Je posais cette question dans mon sommaire. Faut-il se réjouir de devoir fêter, de célébrer le Nouvel An en France avec autant de forces de l'ordre? Ça dit beaucoup de notre société. Oui, c'est une nouvelle coutume, on va dire, que ce soit des événements sportifs ou festifs. Il y a une inflation quasi permanente maintenant pour rajouter des forces de l'ordre. On a l'impression que les Français sont pas capables de faire la fête sans que des débordements soient prévisibles. En dehors de l'aspect, si vous voulez, de protéger les gens qui viennent à ces manifestations d'une attaque, puisque c'est toujours ce leitmotiv terroriste, il y a aussi une présence, si vous voulez, qui est justifiée par le fait que dans des soirées comme ça, maintenant, entre les mortiers, les feux d'artifice, les incendies de voitures, les risques dus à l'alcoolisme, on est obligé de mettre du gendarme et du policier partout, de façon à mettre tout de suite un dispositif pour intervenir. Sabrina Medjemer, ça nous dit beaucoup de notre société, de notre bonne société française. Ça nous dit beaucoup parce qu'il y a eu depuis ces 30 dernières années des mutations sociales et anthropologiques profondes dans notre société. Ça, c'est la première des remarques. Et ces mutations, elles conduisent à une violence de plus en plus endémique et de plus en plus, clinique, et qui touche d'ailleurs de plus en plus de jeunes par une protéiformité, si j'ai envie de dire, de la violence. Donc c'est les soubassements, les causes, les souches de la violence, on le sait. Ce qu'il faut constater, c'est que le 31 décembre devient une coutume, comme vous le disiez précédemment, une habituation personnelle, parce qu'on sait que le risque de ne pas retrouver sa voiture le lendemain
est réelle, elle est collective parce que on sait que malgré les émeutes sporadiques en bande comme ça, sur la base de jets de mortier ou autres, c'est une réalité, mais il y a la réalité également du terrorisme, le terrorisme islamiste qui est aujourd'hui, dont le niveau aujourd'hui est toujours très élevé. Donc il y a une causalité du risque de la Saint-Sylvestre, et face à cela, alors l'État fait ce qu'il peut, il déploie des dizaines de milliers de forces de l'ordre ce soir-là. Ce qu'il faut simplement, je pense, espérer, c'est que la réponse judiciaire soit idoine, absolument à la hauteur de ces incriminations criminogènes qui sévissent ce soir-là. Julie Girard, votre regard m'intéresse parce que vous partagez entre les États-Unis et la France. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la société française et de ces moments festifs qu'on est obligé d'encadrer, comme le rappelait Jacques Morel? Effectivement, je trouve que le constat est très triste parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de place pour de la légèreté, pour des moments de convivialité. Et ça perd un peu de sa spontanéité. Voilà, comme peuvent l'être le 31 décembre, le 24 décembre, toutes les fêtes collectives. On est dans un monde, pour reprendre l'expression du philosophe allemand Peter Sloterdijk, d'écumisation. C'est-à-dire que chacun vit dans sa petite bulle, se replie sur lui-même, et plus cette violence et cette délinquance augmentent, et plus le repli est fort. Et on a du mal à imaginer, surtout dans un monde digitalisé, où finalement les réseaux sociaux nous enferment, même quand on est seul chez soi dans d'autres bulles virtuelles, comment est-ce qu'on pourra recréer un jour un tissu vraiment... Est-ce que c'est possible? C'est la question. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que l'État a les moyens de le faire? C'est la question. Je crois que finalement, derrière tout ça, si on prend encore un peu de recul, on se rend compte que la question des moyens de l'État, c'est aussi la question d'un État qui a besoin de recréer de la croissance. De la croissance pour assurer son système, la pérennité de son système, mais aussi de ses fonctions régaliennes. Et donc, moi, j'ai envie de dire, dans les prochaines semaines, après ces fêtes, on attend M. Bayrou sur la question du budget. Absolument. Et sur comment est-ce qu'on recrée de la croissance en France. Je crois que le domaine qui permet aujourd'hui d'avoir 2 points de croissance, c'est la tech. On n'en a pas du tout entendu parler. Qu'est-ce qu'on fait comme grande politique de croissance française via les nouvelles technologies? Pour moi, c'est la question qui va être la plus importante au début de cette année. La sécurité fait partie de la priorité des Français. Vous avez vu la déclaration de Gérald Darmanin ce week-end. On ne m'a pas nommé ministre de la Justice, on ne me donne pas de moyens. Donc voilà, il a affiché la couleur, très clairement. Michel Taubin. Non, mais je pense que, si je peux me permettre une petite nuance, je pense que malgré cette insécurité croissante et ce changement, cette mutation anthropologique, comme le disait Sabrina fort justement, vraiment anthropologique, c'est-à-dire qu'on est en train de changer non seulement d'époque, mais peut-être d'humanité également. Mais en même temps, peut-être parce qu'on est français, peut-être parce que la France, c'est aussi cela. Paris est une fête, hein, comme disait un grand philosophe, je ne sais plus lequel d'ailleurs, excusez-moi. Paris est une fête. Eh ben, on va quand même fêter le passage à la nouvelle année. Et malgré effectivement ce climat d'élitaire, ce climat de tension, parce qu'on vit tous à une époque de forte tension, ben la fête est quand même plus forte. Et je pense que malgré tout... C'est le message qu'il faut délivrer. Voilà, on va quand même fêter le passage à la nouvelle année sans trop d'illusions sur... Je vous poserai la question en fin d'émission. Vous verrez, j'ai quelques petites surprises pour vous. Amine Elbaï. Vous savez, moi, il se trouve que je regarde ça avec beaucoup d'inquiétude. Certains diraient peut-être de la condescendance. Moi, vraiment, je dirais que beaucoup d'inquiétude. Parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours... j'étais en Algérie. Et là-bas, ça se passe pas comme ça. Vous voyez, on n'est pas aussi généreux que l'État nounou, que le social, le étatisme. Je brûle une voiture, je m'en prends aux forces de l'ordre. Eh bien, on va réunir un comité Théodule pour savoir si, finalement, face à nous, on n'a pas un enfant qui se cherche, si finalement le problème, c'était pas l'ANRU, s'il fallait pas mettre plus de milliards d'euros pour reconstruire leur logement social, pour refaire un centre social. Vous voyez, cette culture de l'excuse, ce social-étatisme, on est en train de l'entretenir politiquement. Qu'est-ce qui s'est passé après les émeutes ? Après les émeutes, on n'est pas parti responsabiliser les familles. On n'a pas envoyé la facture aux parents d'enfants délinquants. Non, on a voté au Parlement une enveloppe budgétaire pour reconstruire tout ce qui a été saccagé avec vos impôts, tout ce qui a été saccagé, c'est-à-dire les services publics de proximité, c'est-à-dire les transports en commun, et donner de l'argent en réparation, notamment aux petits centres commerciaux, Lidl, Aldi, qui ont brûlé. C'était le cas notamment à Roubaix, Waterloo. Donc, vous voyez, tant qu'on ne changera pas ce paradigme de dire...
je casse, je répare, et je paye. Eh bien, on continuera à assister, en tout cas dans le temps, à l'effondrement de l'autorité de l'État. L'effondrement de l'autorité de l'État, c'est ça. C'est pas mettre 100 000 policiers et gendarmes dans l'espace public qui va permettre de rétablir de l'ordre. Ça, c'est la politique du bleu partout, c'est l'affichage politique. Je comprends les contraintes calendaires du gouvernement, mais ça ne réglera toujours pas le problème dans le temps. Michel Taube et Jacques Morin, un dernier mot avant de partir en pub. Surtout à côté de Julie Girard, qui est franco-américaine. Paris est une fête, c'est un très beau livre d'Ernest Hemingway, également américain. Mais c'est ce qu'a... Et donc, il a écrit Paris est une fête, mais la France est une fête aussi. Dernière question, Jacques Morel, sur le sujet. C'est quoi les difficultés pour les forces de l'ordre dans un soir comme celui-ci? Si vous voulez, ce qui est complexe, c'est que dans des grandes villes comme ça, rendre un dispositif complètement étanche à quelqu'un qui a l'intention de y avoir les yeux partout, surtout. C'est très compliqué. Donc vous voyez bien que le dernier marché de Noël là en Allemagne, malgré le dispositif qui était en place, la France a laissé une voie de secours, comme ça doit être le cas à Paris pour l'ambulance ou ailleurs. Et vous empêcherez pas quelqu'un à contre-courant de rentrer de force dans une voie de circulation. Donc ça oblige à déplacer des moyens énormes pour mettre des blocs de ciment, du barriérage. C'est jamais fiable à 100%, donc il y a une angoisse quand même de tous les gens qui sont dans les forces de sécurité. Est-ce qu'à l'endroit où je me trouve, on est en sécurité à 100%? Et on ça ne sera jamais. Et le risque zéro n'existe pas. Voilà. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews et on se retrouve tout de suite pour votre punchline. À tout de suite.